Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Mes beaux amours, bonjour. Hey, des fois, il faut juste inverser les choses pour avoir un sentiment de renouveau. J'espère que vous allez bien en ce mois de décembre, en cette période de pré-temps des fêtes. Je voulais juste commencer en vous disant, là, hey, merci. Merci, là, en majuscule, parce qu'après mon dernier épisode solo, j'ai ouvert la plateforme Buy Me a Coffee pour vous permettre de contribuer financièrement au projet de l'École de la vie. Puis votre réponse, là, je veux juste vous le dire, ça m'a tellement touchée. J'en avais vraiment besoin de voir plusieurs d'entre vous valider que vous trouvez que ça a de la valeur dans votre vie, soutenir ce que je fais financièrement, oui, mais aussi plus que ça, juste l'argent, c'est une énergie, là, fait que de faire circuler de l'argent vers moi, mais au-delà de ça, juste de sentir que vous soutenez mon projet dans un monde où on consomme souvent de façon passive, sentir que vous co-créez l'École de la vie avec moi, c'est vraiment pas rien, là. On fait ça ensemble, puis je trouve ça vraiment beau. Puis effectivement, j'ai beaucoup de gratitude envers les partenaires du podcast, les compagnies qui veulent investir pour avoir de la visibilité, qui croient au projet assez pour investir, mais de juste voir vous qui prenez votre argent, qui choisissez de l'envoyer vers moi, vers en fait le projet qui est vraiment plus grand que moi, ça me touche. Fait que je voulais juste vous dire un grand, grand merci. Ceci étant dit, l'épisode d'aujourd'hui, c'en est un qui est vraiment très important pour moi. Je dis ça à tous les épisodes, mais que voulez-vous? C'est ça, l'École de la vie. Je parle d'affaires que je trouve importantes. Aujourd'hui, on va parler de santé. Hein? On se dit ça souvent là, à l'approche du nouvel an, santé, on se le souhaite, parce qu'on le sait, la santé, c'est le pilier dans nos vies, hein, dans nos véhicules humains, là, nos petits véhicules. Il faut que notre machine elle fonctionne bien pour qu'on soit capable de vivre, de nous épanouir. Puis je trouve qu'on a tendance à voir la santé comme l'absence de maladie. Tu sais, quand on n'est pas malade, on est comme, bon, je suis en santé. Mais on le sait, c'est plus que ça, la santé, c'est avoir accès à de la vitalité, avoir accès à du bien-être. Et aussi, dans la santé, je pense que c'est important de se questionner à savoir comment le système de santé peut considérer tous ces aspects-là qui sont liés au bien-être physique, émotif, spirituel, puis commencer à passer de la gestion des symptômes à la prévention dans une approche un peu plus proactive. Et c'est le sujet du plus récent documentaire de Pastel Fluo qui s'intitule Santé intégrative de patients à participants. C'est un documentaire d'un peu plus d'1 heure qui est disponible gratuitement sur la plateforme de tout.tv. Vous n'avez pas besoin d'être membre de cette plateforme-là. C'est un grand documentaire qui est mené par Joanie Lacroix, que vous connaissez, qui a déjà été de passage sur le podcast. Ben, elle s'est penchée sur cette grande question-là. Donc, elle a interviewé des médecins, des spécialistes, des gens qui œuvrent dans des approches de soins complémentaires, puis elle explore un système de santé qui est en pleine transformation, qui évolue de la gestion des symptômes vers une approche proactive axée sur la prévention, la collaboration et le bien-être global. Et au cœur de ce documentaire de Pastel Fluo, il y a une femme, Sophie Reiss. Sophie Reiss, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2020, alors qu'elle avait 38 ans. Et à ce moment-là, elle a fait le choix de changer le narratif et de participer activement à sa guérison. Comme elle dit souvent, elle s'est auto-nommée PDG, CEO de sa guérison. Donc, dans son parcours, Sophie Reiss, elle a choisi de s'entourer d'une équipe, d'aller chercher, en plus des traitements conventionnels en oncologie, d'aller s'entourer d'une équipe de soins complémentaires, de vraiment prendre sa santé en charge. Elle a fait beaucoup de recherches, elle est allée parler à beaucoup de spécialistes et elle a regroupé tout ça dans un grand cartable pour son usage personnel et ensuite elle a transformé ça en livre. Son livre s'intitule « Un cancer en cadeau ». Il a connu un grand succès à sa sortie l'année dernière. Vous avez peut-être vu d'ailleurs Sophie Reiss, elle avait été de passage à Tout le monde en parle. Et donc, Sophie, qui est une grande amie de Joanie Lacroix de Pastel Fluo, et là, je me suis dit, pourquoi ne pas inviter ces deux femmes-là au micro de l'École de la vie? Donc, pour une des rares fois dans la jeune histoire de l'École de la vie, on aura droit
à un trio cette semaine. Et en fait, je dis une des rares fois, là, mais je pense que c'est la première fois. Et pour vous faire une petite présentation plus réglementaire là, de Sophie Reiss, c'est une autrice, une consultante et conférencière qui a travaillé pendant longtemps dans les télécommunications. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, j'ai rencontré Sophie au début de ma carrière médiatique. Ça a été une de mes patronnes. Elle m'a engagée. Puis j'avais eu vraiment un coup de cœur pour elle. Elle est tellement lumineuse. J'avais d'ailleurs tourné des choses avec son papa aussi. Et on dirait que nos chemins se sont croisés à différents intervalles de la vie. Je l'avais recroisée quand je suis devenue maman parce qu'elle a un projet qui s'appelle Bébé Jetlag où elle accompagne les parents voyageurs. Et d'ailleurs, elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Le Guide des parents voyageurs. Elle a aussi cofondé La Ruche, qui est une plateforme de financement participatif pour les entreprises. Elle a de la drive. Donc, une femme extraordinaire comme Sophie Reiss juxtapose sa magie à celle de Joanie Lacroix de Pastel Fluo. Ça pouvait juste créer quelque chose de lumineux qui nous permet d'entrevoir les possibles pour demain, pour changer notre paradigme en santé. C'est vraiment emballant quand on les entend parler. C'est aussi confrontant parce qu'on réalise qu'on a une grande responsabilité à prendre face à notre propre santé. Et là, si vous, à l'écoute de cet épisode, premièrement, vous allez sans doute avoir le goût d'aller regarder le documentaire et ce sera fait, mais si à l'issue de tout ça, vous avez envie d'aller plus loin et de réellement commencer à prendre votre santé en main, parallèlement au documentaire, il y a un sommet en ligne qui a été créé par Joanie qui s'appelle Santé, bien-être et vitalité. Et ça se veut un complément le parfait pour s'outiller, pour entendre des conférences d'experts sur le sujet, autant dans le domaine du bien-être, de la vitalité. On a des gens qui donnent des exercices de gestion du stress, du breathwork, de l'herboristerie. On parle du microbiote. Donc, 26 conférences ou pratiques concrètes. Des gens qui sont vraiment top sur la scène de la santé intégrative en ce moment. Le sommet va être déployé d'ici la mi-janvier, puis c'est super accessible. C'est seulement 77 $ pour avoir accès à vie. Donc, je vais vous placer évidemment le lien dans les notes de l'épisode. Et d'ailleurs, il y a Joanie qui nous offre pour les auditrices et auditeurs de l'École de la vie un beau petit code promo qui est Vanessa15 pour avoir 15% de rabais sur ce 77 $-là. À ce prix-là, c'est rendu que tu as à peine une salade et une boisson au restaurant. Je trouve que c'est une super belle formule là, parce que des fois, on ne sait pas par où prendre ça, par quelle modalité commencer. Donc, le sommet de la santé intégrative, ça permet de regrouper toutes ces modalités-là. Vous allez pouvoir essayer plein d'affaires à prix modique et voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne là, pour moi? Question d'entamer votre chemin personnel et unique. Question d'avoir une santé optimale pour faire en sorte de traverser notre expérience humaine avec de la vitalité. Parce qu'il y en a des affaires à faire là, sur la planète en ce moment. Puis on a besoin de beaux humains en santé et vigoureux. On dirait que je suis en train de recruter des scouts. En tout cas, je vous souhaite un bel épisode. Sophie, Joanie, je suis tellement contente qu'on soit réunis toutes les trois. Aussi. On se peut plus. Hey! Je savais même pas que vous étiez amies. Sophie, on s'est connus dans une autre vie quand tu étais plus autre en vie. télécommunication. Absolument. Une autre époque. On s'est recroisés un peu plus tard avec ton projet Bébé Jetlag. Oui. Pour les parents voyageurs. Puis là, de se recroiser en ce moment avec ce beau projet-là que vous portez ensemble, c'est vraiment... mes cellules sont excitées. Là. Je suis vraiment très, très contente qu'on soit ensemble. Joanie, bienvenue. Bienvenue. Merci. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Je pense qu'on a 3 projets d'impact. Puis un peu comme on discutait juste avant l'enregistrement, on est tous en train de s'allier, je trouve, les humains qui ont envie de faire une différence. Puis on le voit, là, qu'il y a une toile qui puis ça donne espoir. Tellement. Mais là, juste pour ma curiosité personnelle, parce que je ne savais pas que vous étiez amis. Je l'ai découvert en voyant le documentaire. Oui. Vous vous connaissez d'où, vous deux? J'avais genre 20 ans quand on avait 20 ans. C'est ça. Oui. C'était dans le temps, je revenais de mon long voyage d'1 an et demi, puis j'avais commencé à faire de la promo. C'était comme ma job étudiante pendant que j'étais à l'université. Absolument. Puis moi, ça faisait très longtemps que je travaillais déjà en communication en marketing. Donc moi, j'étais du côté presque employeur. Donc on ne s'est jamais lâché. Non, on a tout le temps resté en contact après. Puis les deux, en fait, ce qui est beau, c'est que dans nos parcours de vie, on a eu des moments puis des réflexions parallèles. Puis on s'est lancé aussi dans nos projets de cœur, puis je le mets au pluriel, là, mais à des époques vraiment très précises.
au même moment et sans se parler nécessairement. Donc, nos enfants aussi ont des valeurs communes. Moi, je rêve, en fait, que ma fille épouse son fils. C'est notre plan. C'est notre Jacob et Clara, là, c'est ça, on aimerait qu'ils se marient. Fait que... Le projet pour lequel vous êtes là aujourd'hui, c'est ce documentaire, La santé intégrative de patients à participants, ce magnifique projet. Et là, je connais déjà la réponse, mais j'ai envie de t'entendre, Joanie. Pourquoi? Parce que, Sophie, tu portes toi aussi cette quête-là à travers le documentaire. Tu es presque, il n'y a pas d'étiquette nécessairement, mais comme co-animatrice dans ce projet-là. Tu es très, très présente. Puis je me demandais, Joanie, pourquoi ça s'est présenté comme une évidence que Sophie faisait partie de ce documentaire-là pour toi? Bien, moi, le sujet de la santé, ça fait plusieurs années, là, dans les premiers brainstorms de Pastel Flow, c'était vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder. Mais je trouvais pas les bonnes personnes. Puis, ben Sophie, quand elle a eu le cancer, on s'échangeait beaucoup de messages. C'est ça, c'est mon amie avant tout, là, Sophie. Puis je voyais comment elle traversait cette épreuve-là. Puis Sophie avait une connexion, j'ose dire, une connexion à ton âme, comme si tu savais qu'il y avait quelque chose de plus grand que toi à travers 100%. Cette épreuve-là que tu traversais. Puis on s'échangeait beaucoup là-dessus parce que quand j'ai perdu Thomas, même si j'avais tellement de peine, j'étais dans une perte de repères, en même temps, c'est comme si mon âme savait que je ne vivais pas ça pour rien. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand. Puis, je sais pas, pendant toute cette année-là où tu gardais ça pour toi, parce que ça a été long avant que tu le partages comme publiquement, on s'échangeait beaucoup. Tu sais, on était vraiment... C'était mon amie avant tout. Puis à un moment donné, pour moi, c'est venu une évidence. C'était avec Sophie. C'est avec Sophie que j'ai envie c'est elle que j'ai envie de mettre en lumière. Puis initialement, c'était beaucoup sur le cancer. C'était beaucoup sur Sophie. Et, ben tu sais, Pastel Fluo, je suis toujours à l'écoute. Moi, souvent, je dis, je suis gardienne de ce projet-là. Puis ma job en premier, c'est d'écouter qu'est-ce qui doit être transmis. Puis je sentais que c'était plus grand que le cancer, tu sais. Puis là, il y avait des médecins que je commençais à interviewer. Puis finalement, c'était vraiment le sujet de la santé intégrative qui est devenu une évidence. Tout le monde, j'écoutais toutes les entrevues, puis j'étais OK, tout le monde parle toujours de santé intégrative. Puis c'est devenu finalement un documentaire sur la santé repensée, en prenant, naturellement, Sophie comme protagoniste principale, mais c'est un projet de société, ce documentaire-là. Ça va vraiment au-delà de l'histoire, en fait, d'un parcours en oncologie. C'est tout simplement une excuse, une trame, le début d'une quête, mais c'est beaucoup plus large. La santé mentale, le stress, tout ça, là. Oui. C'est la santé, c'est la santé de façon globale. 100%. Autant de ce que j'ai perçu en regardant le documentaire, autant de façon systémique dans notre système de santé que notre vision pour notre santé à nous, individuelle, personnelle. Puis j'avoue, là, j'étais pas réfractaire, mais je me disais, oh là là, on va rentrer dans un documentaire déprimant, tu sais, parce qu'on le sait, le système de santé, juste l'état de santé de beaucoup de gens en ce moment, il y a beaucoup de trucs qui sont alarmants si on écoute les médias, si on se renseigne un peu, on fait, ouf, ça va pas tellement bien. Puis là, j'ai regardé le documentaire et bizarrement, ce qui est ressorti, puis naturellement, c'est sûr, c'est un projet de Pastel Fluo. C'est ça, c'est la magie de Pastel Fluo. Lumière là-dedans, il y a tellement de lumière, puis je me suis dit, OK, ça va pas si mal que ça. On est en transformation, puis je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais c'est ça que tu as voulu transmettre, c'est qu'on est en train de bouger vers autre chose, puis de montrer qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se fait déjà. Puis j'ai été vraiment agréablement surprise de voir qu'il y a des initiatives déjà dans le système de santé actuel à travers les professionnels de la santé. Il y a déjà cette vision-là qui est en train tranquillement de se dessiner. Fait que c'est vraiment le fun. C'est rempli d'espoir. Puis justement, on pense au système de santé, on pense au système, mais au bas de ce système-là, c'est des humains. Puis il y a plein d'humains, des médecins, plein de professionnels de la santé qui sont en train de transformer les choses. C'est juste qu'actuellement, on ne met pas encore la lumière sur ça, mais oui, il y a une transformation. Puis c'était ça que je voulais montrer. Puis c'est la solution. Tu sais, je pense que justement, notre système de santé va tellement pas bien. Ben un des grands sujets de ce documentaire-là, c'est que là, c'est le temps de travailler ensemble, tu sais, d'arrêter de séparer la médecine conventionnelle, les soins complémentaires, les soins alternatifs. Tout ça a sa place pour nourrir la santé. Puis Sophie, c'est un bel exemple. Ben, peut-être que tu peux parler un peu, tu sais, parce que moi, de voir Sophie qui est allée à l'extrême dans comment je peux faire pour nourrir ma santé en parallèle à la chimiothérapie, puis qui a complètement transformé ses habitudes de vie, qui s'est entourée d'une équipe de professionnels, autant de soins complémentaires que conventionnels.
puis qu'elle s'en est sortie sans symptômes, sans effets secondaires, que même ses prises de sang à la fin démontraient une meilleure santé qu'avant, ses traitements de chimio. C'est fou, là! Là, tu te dis, OK, tu sais, c'est elle qui a passé à travers tout ça, que son corps a vécu ce grand stress-là à travers tous les traitements de chimio, que ses prises de sang sont meilleures. Bien, imagine si chacun d'entre nous, on transformait nos habitudes de vie. Fait que oui, ça nous ramène dans beaucoup d'espoir, dans notre pouvoir, mais aussi notre responsabilité. Puis ça, ben, je pense que c'est un des grands messages de Pastel Flou aussi, c'est de demander, on a une responsabilité pour contribuer à la transformation. Donc, de se responsabiliser face à notre santé. Ben oui. Je pense que c'est quand même un des grands axes de ce documentaire-là puis de votre message. Sophie, on l'a évoqué, puis j'en parle en introduction de ce podcast-là, mais est-ce que tu veux un petit peu aussi nous raconter ton parcours pour les gens qui n'ont pas suivi toute ton histoire? Donc, tu as reçu un diagnostic de cancer du sein le 4 décembre 2020, découvert de façon fortuite, vraiment sans aucun antécédent familial, rien. J'avais même pas de symptômes. En fait, c'est le fruit d'un simple dépistage. Donc, vraiment, d'une gynécologue qui croyait à la prévention, qui a dit, ben coudonc, hey, t'aimes ça de promener? C'est dans le temps de la pandémie. Puis moi, j'avais envie de voir des humains. Puis à cette époque-là, les seuls humains qu'on pouvait voir, ben c'était nos professionnels de la santé, les thérapeutes, tout ça. Puis elle s'est dit, ben tant qu'à faire, t'as des seins denses, fibrokystiques, comme beaucoup de femmes en bas de 40 ans. Puis veux-tu aller faire une mammo-écho? Comme ça, on aura un barème. Puis plus tard, on pourra tout simplement s'y référer aux besoins. Et comme ça, je suis partie faire une mammo-écho. Et c'est là qu'on a trouvé cette tumeur-là, hautement agressive, vraiment cachée derrière mon mamelon droit, impalpable, absolument rien. Et lorsque j'ai reçu ce diagnostic-là, ben c'est sûr que c'était pas nécessairement la nouvelle la plus extraordinaire que la Terre ait pas portée, mais un peu comme ce que tu évoquais, je me suis jamais posé la question « Pourquoi moi? » J'ai jamais eu cette espèce de sentiment de victimisation, mais je suis rentrée quand même très rapidement dans une posture où j'ai repris mon pouvoir d'agir. Et comment? Ben ça a été en m'éduquant. Puis l'éducation et le renseignement, ça a été ma planche de salut. Et c'est comme ça que je dis à la blague, j'ai commencé à faire mon doctorat honorifique en oncologie, là. Puis moi, je passais des heures et des heures à éplucher là, toutes les recherches du monde. Pourquoi? Pour être en mesure de parler d'égal à égal avec mon personnel soignant. Puis moi, j'invite beaucoup les gens, en fait, à ne pas arriver avec des réponses, mais arriver avec des questions. Donc, j'invite les gens à questionner, à challenger, vraiment, puis à pousser plus loin et à vraiment à prendre leur responsabilité de vraiment s'éduquer pour pouvoir avoir ce dialogue-là. Parce que, comme tu as évoqué tantôt, Joanie, le travail d'équipe est essentiel, mais pour pouvoir prendre part à l'action, on doit aussi comprendre. Mais pour comprendre, il faut apprendre avant. Mais on peut aussi apprendre sans comprendre. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment oser poser des questions puis pousser le tout plus loin. Mais c'est intéressant que tu nommes ça parce que j'ai l'impression, quand je me présente dans le bureau d'un médecin, d'une spécialiste quelconque, qu'il n'y a pas cet espace-là pour les questions. Tu comprends? Ouais. Genre, on arrive, le temps est limité, on le sait, on le voit, l'état du système, les gens qui y travaillent sont pressurisés, on ne veut pas trop déranger, on s'assoit, puis là, on reçoit l'information, puis on repart avec ça. C'est 100% ça. Moi, j'ai eu mon diagnostic, j'ai été super chanceuse, je l'ai eu en une demi-heure. Hein. Il y en a qui, tu sais, c'est pas beaucoup une demi-heure, mais quand même, c'est pas évident. Et oui, on ressent cette pression-là parce que nos professionnels de la santé sont aussi, je veux dire, ils ont un horaire à respecter, ils ont un nombre de patients à voir, mais on a tous la responsabilité de séquestrer nos cliniciens aussi. Et moi, j'ai vraiment parfait l'art de séquestrer les cliniciens. Et vraiment, je me suis développé des trucs. Par exemple, j'étais le pire cauchemar du système hospitalier. J'envoyais des ordres du jour à mon infirmière. Mais c'est même pas des farces. En amont, j'écrivais mes questions et mon ordre du jour à mon infirmière pivot. Comme ça, il n'y avait pas d'excuses. Il ne pouvait pas me dire « Ah, OK, ben je vous reviens ». Non, il avait déjà reçu les questions en amont. Vraiment, je m'imposais, en fait, et je questionnais. Puis c'est sûr que j'avais peur de déranger au début. C'est sûr que j'avais peur de déranger. Mais rapidement, un des plus beaux constats, puis dans le documentaire, Israël le témoigne aussi, Israël Fortin, qui est un radio-oncologue à Maisonneuve-Rosemont qui m'a suivi, et il le nomme ça. Ça, c'était un super cadeau. Parce que pour nous, médecins, de voir qu'on a un patient qui est engagé dans son processus de soins, qui est curieux, qui pose des questions, qui prend part à l'action,
ça nous fait du bien. Et ça, c'est là où ce réel travail d'équipe a commencé, quand on a soudé cette relation-là, qui a été basée par cet échange de confiance, que oui, c'est sûr qu'au début, sérieusement, je me suis fait regarder, là. Mais combien de fois c'est arrivé où est-ce qu'ils ont pris mes études puis ont dit « Hey, ça dérange-tu? Je vais aller la photocopier, je te reviens. » Donc, j'ai vu qu'il y avait de la curiosité, de l'ouverture. Ça a stimulé aussi du bien chez eux. Mais il y a quelque chose quand même de l'ordre de la hiérarchie, des fois, où quand on s'assoit devant un médecin, une médecin, moi, en tout cas, je me sens très petite. Puis je me dis, qui suis-je pour venir questionner ou dire, j'ai regardé ça, là, j'ai lu certaines études, puis moi, ça me convient pas. Puis on dirait que je sais pas, je me dis, comment est-ce que toi, tu l'as vécu, tu as réussi à avoir de l'ouverture de l'autre côté, parce que j'imagine que ça doit être quand même, je sais pas, je me mets à la place de quelqu'un qui a fait un doctorat, puis là, finalement, quelqu'un est comme moi, je suis allée sur Google, puis j'ai fait des recherches. Tu sais, comment est-ce qu'on peut avoir cette relation-là qui est peut-être plus dans l'échange que dans la hiérarchie, justement? Bien, je pense que tu le nommes bien. Lorsqu'on arrive, c'est sûr qu'il y a le sacro-saint médecin, hein, quand même, là, ça reste que culturellement, on a cette espèce de... on a ce sentiment-là, je pense, collectif. C'est normal, puis je pense qu'il faut qu'on le reconnaisse. Mais dans ma situation, en fait, c'est sûr que, je le dis à la blague, j'ai fait un doctorat accéléré en oncologie, mais à ton point, tu sais, c'est pas fondé du tout. C'est vraiment tout simplement mes recherches. Mais j'arrivais avec des sources fiables aussi, donc vraiment des recherches qui étaient fondées dans des plateformes crédibles aussi. Donc, je n'étais pas nécessairement des j'ai entendu dire et des Google et tout ça. Mais c'était beaucoup dans la façon que j'approchais les gens et que je nommais les choses. J'arrivais avec beaucoup de respect aussi, puis beaucoup d'écoute avec qu'est-ce qu'il y avait à dire aussi. Il y avait... C'est très... peut-être c'est dans ma façon d'être aussi avec les gens, mais c'était pas dans une confrontation ni dans un challenge de leur expertise. J'ai toujours reconnu que c'était les experts de la maladie. Mais à quelque part, moi, j'étais toujours aussi dans cette conscience que j'étais aussi une experte de ma santé. Et c'est comme ça qu'on travaillait. Oui, c'est tellement beau. Puis c'est une phrase qui m'a beaucoup frappée dans le documentaire. C'est une des médecins qui dit on en connaît beaucoup sur la maladie, mais on n'en connaît pas tant que ça sur la santé. Mais oui, c'est fou, tu sais, que la médecin prenne conscience que finalement, c'est ça. Tu sais, qu'elle prenne conscience. Hey, j'ai étudié pendant des années, mais je comprends la maladie, pas tant la santé. Je comprends pas tant que ça qu'est-ce qui nous permet d'être en santé. Fait que c'est majeur, tu sais. Puis en même temps, c'est ça. Je pense qu'on est rendu là. OK, qu'est-ce qui nous permet de nourrir la santé? Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, on parle des 5 piliers de la santé. Donc, c'est sur quoi qu'on a un pouvoir pour nourrir notre santé? Puis ça va vraiment au-delà de la santé physique. C'est même les relations sociales. Tu sais, on sait aujourd'hui, tu sais, il y a eu la grosse recherche sur le bonheur par l'Université Harvard, tu sais, qu'on sait que les relations sociales dans notre niveau, puis tu en as déjà parlé sur le podcast, il me semble. Mais c'est ça, que ça contribue des relations positives, significatives, de pouvoir vraiment être vrai, de vraiment avoir un lien authentique, de ne pas porter de masque, d'avoir des relations sociales. Ça nourrit notre bonheur et notre santé. Fait que, tu sais, la santé, c'est la connexion à soi aussi. Donc, toute la spiritualité, donc comment je me sens à l'intérieur de moi, comment j'écoute mon corps, puis que notre corps, il est extraordinaire, notre corps aussi. Il nous parle constamment. C'est un reflet constant de ce qu'on vit intérieurement. Fait que c'est extraordinaire de faire comme, OK, attends un peu, là, j'habite dans mon corps. Comment est-ce que je peux un peu plus l'écouter, tu sais? Puis c'est fou, là. Puis même moi, je veux dire, à travers le documentaire, tu demandais, on en parle. Tu sais, moi, j'ai perdu la santé à travers ce documentaire-là, à vouloir tellement... je le portais à bout de bras, puis bon, c'est autofinancé, fait que ça vient avec plein de défis, mais justement, tu sais, comment est-ce que je peux prendre soin de ma santé, moi aussi, là-dedans? Fait que, tu sais, des fois, il y a tout ça aussi. Quand tu portes des projets d'impact, c'est facile de s'oublier. Puis moi, je suis tombée en plein dedans. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, la santé, c'est beaucoup plus... C'est, oui, bien s'alimenter, faire de l'exercice physique, mais d'être connecté à soi, d'être connecté à son corps, vraiment. Si on commence par définir de façon un peu plus générale, c'est quoi la santé intégrative? Parce que c'est le titre du documentaire. Puis moi, j'entends des fois santé préventive, il y a la santé aussi, il y a la médecine fonctionnelle, il y a comme beaucoup de termes, santé holistique. Est-ce qu'il y a une différence en ces termes-là ou c'est toutes des étiquettes qui veulent dire la même chose, finalement? Bien, santé intégrative comporte plusieurs volets. Il y a vraiment ce volet-là d'intégrer tout ce qui est pratique complémentaire, donc soins complémentaires
aux soins conventionnels. Fait que bon, ostéopathie, acupuncture, etc. Hypnose, ça mène large. Ouais. Exactement. Fait que de vraiment voir que tout ça est au service de la santé, finalement. Puis actuellement, dans le paradigme actuel, c'est en train de changer, puis on le voit bien dans le documentaire, mais on a l'impression qu'il y a deux camps. Il y a les médecines conventionnelles, puis on croit juste ça, ou bien ceux qui sont en médecine alternative. Alors que non, tout ça, ça a raison d'être. Là. Puis c'est un, comme tu le nommes si bien, c'est un et l'autre. C'est de créer des ponts à travers tout ça, et chacun a son rôle pour nourrir notre santé. Donc, arrêtons de les opposer. Au contraire, ils ont chacun leur place. Oui, puis c'est quand on est disons qu'on entre dans un hôpital, c'est pas là où on va avoir du soutien psychologique. Donc, ne mettons pas non plus ces attentes-là. C'est de comprendre que chacun a son rôle à jouer puis de travailler ensemble, de créer des ponts. Absolument. Parce que c'est ça, comme tu dis, souvent, on voit ça comme toi, t'es de quel bord? Exact. T'es la personne qui va faire du Reiki ou t'es la personne qui va aller prendre des médicaments? Mais est-ce qu'on peut être les deux puis travailler ensemble puis reconnaître qu'un est spécialisé dans quelque chose et a vraiment sa pertinence à un certain moment. Puis c'est ce que je trouve que vous tissez bien dans le documentaire, de montrer comment tout le monde est pertinent dans la santé de façon générale. Tel métier vient nourrir l'autre. Donc, tu sais, tout ça nous permet justement de nourrir la santé. Donc, il y a ce volet-là d'unir. Il y a le volet aussi de considérer la santé dans sa globalité. Donc, santé physique, santé mentale, tellement important. L'aspect social, l'aspect justement de connexion à soi. Donc c'est ça. Donc, la santé, c'est beaucoup plus que juste la santé du corps physique, mais de vraiment voir la santé dans sa globalité. De nous amener justement à être un participant de notre santé, donc de prendre responsabilité. Tu sais, le titre du documentaire, c'est « Santé intégrative de patient à participant ». Puis c'est un de tes grands rêves. Là, moi, je le nomme toujours, je le dis dans le livre, c'est vraiment mon plus grand rêve. Ce serait qu'on change le mot « patient » pour « participant ». C'est fou parce que tu parlais de la posture quand tu arrives dans un cabinet de médecin, mais lorsque tu te nommes patient, déjà là, quand on fait attention à l'importance des mots, ça nous met déjà dans un camp de... On va patienter longtemps. Passivité. Oui. Tandis que moi, j'ai envie qu'on reprenne notre pouvoir parce qu'on en a un. Puis tu posais la question sur les leviers. En fait, quels sont les piliers de la santé intégrative? L'alimentation. On a à tous les jours le choix et le droit de choisir ce qu'on met dans notre bouche. Et ça a un grand impact. Le sommeil. Après ça, on a l'activité physique, la connexion. Exactement. Donc, la connexion, c'est un pilier qui est hyper important. Puis la gestion du stress. La gestion du stress. Ouais. Et c'est là où est-ce qu'on amène beaucoup les gens dans le documentaire à explorer, à être curieux, en fait, et de choisir la modalité qui leur fait du bien à eux maintenant, puis qui est juste, comme tu dis si bien aussi, on aime ça, nous autres, s'auto-citer. mais c'est vrai, Joanie, je l'aime d'amour. Puis il y a une phrase que je reprends toujours de Joanie, c'est « Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? » Ouais. Puis elle est forte, cette phrase-là. Vraiment. Il y a une modalité qui est super importante, qui va nous faire du bien maintenant. Puis peut-être qu'on va mettre de côté plus tard, mais l'important, c'est de piquer cette curiosité-là, puis cette espèce d'ouverture à travailler en équipe. Puis c'est ça qui est important. Oui, puis tu sais, Sophie, ce qui m'inspirait beaucoup aussi, c'est que justement, tu as dit, supposons un Olympien qui va aux Olympiques, là, il se prépare, il y a une équipe. Elle s'en allait faire une année de chimio, là. Puis son médecin, il avait même dit, tu sais, qu'est-ce que je peux faire, mon alimentation? Oh non, je change rien. Ben voyons donc! C'est fou, pareil! J'ai beaucoup aussi d'empathie, puis tu sais, je comprends, on peut pas recommander ce qu'on connaît pas. Faut pas non plus oublier que dans les écoles de médecine, ils ont des cours de 3 crédits en nutrition seulement dans tout leur cursus. Comment ils peuvent commenter quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Ouais. Et ça, c'est un grand appel que je fais quand je fais justement des... Maintenant, je suis vouée à faire des belles tribunes là, dans des congrès d'onco ou même ne serait-ce à aller parler avec des gens dans le milieu. Puis je leur demande d'avoir une certaine humilité médicale. Juste de faire attention, de dire « je ne connais pas ça et non, ce n'est pas bon ». C'est une grosse différence entre les deux. Hein? Juste dire « hey, je ne connais pas ça » versus « ça ne fonctionne pas » ou « c'est pas bon ». Et ça laisse une ouverture parce que 85% des patients qui ont peur de nommer ou juste de parler de ce qu'ils font en complément de leur traitement conventionnel, de peur de se faire juger. C'est vrai. Et cette statistique-là me fait beaucoup de peine, en fait. Et ce documentaire, ma plus grande, en fait, fierté, et je pense notre plus grande fierté là-dedans, puis notre plus grand désir,
c'est que ça crée le dialogue. On veut créer ce dialogue-là. On veut que les gens puissent en parler plus ouvertement. Puis il y avait une grande... Tu sais, on a fait la première la semaine dernière, puis c'est fou, là, la première, c'était booké en 3 jours. C'est vrai? C'est une grosse salle, là, quand même. Ah oui, c'était la plus grande salle du cinéma Beaubien, puis là, on ne pouvait plus changer de salle, là. On avait plus la plus grande, puis il y avait beaucoup de médecins dans la salle, puis après la projection, il y avait tout un moment de discussion. Puis il y a plein de médecins qui sont venus prendre le micro en disant « Merci, c'est tellement ça. On est tellement rendus là. » Parce que, tu sais, compassion pour nos médecins aussi, puis nos infirmières, ils vont pas bien présentement non plus, eux autres, là, dans le système de santé. Ils font du mieux qu'ils peuvent, mais eux autres aussi sont en train de s'épuiser. Tu sais, les statistiques, c'est comme 53% des médecins actuellement qui vivent, qui sont dans un niveau élevé d'épuisement. Là. Puis il y a l'anxiété, puis des symptômes de dépression à 48%. Fait que, c'est des statistiques. 48% en dépression présente. En fait, c'est une étude de l'Association médicale canadienne de 2022. Donc, ils ont sondé plus de 4000 médecins résidents et vraiment en pratique. Et les statistiques sont alarmantes. 48% répondent aux symptômes de la dépression et 53% sont en épuisement professionnel. C'est alarmant. Il faut prendre soin de nos médecins aussi. Puis, mon frère, qui est médecin, il a pris le micro à un moment donné et il dit « On n'en parle pas assez de la prévention. C'est tellement important. » Là, on est là à gérer les symptômes puis à être vraiment en mode réaction, mais il y a tout un travail de prévention pour éviter d'aller là. Donc, fait que la santé intégrative, c'est aussi ça, c'est de considérer l'importance de la prévention là-dedans. Puis ça, c'est notre responsabilité. T'sais. C'est ça, c'est qu'il y a à la fois une responsabilité collective de comment est-ce qu'on peut intégrer cette éducation-là à l'alimentation, juste la nutrition, les bases. Là. T'sais, on parle des piliers, le sommeil, l'exercice physique. C'est des choses, on dirait, qui ne nous sont pas nécessairement transmises, qu'il faut aller faire... en loisir, là, dans notre temps supplémentaire qu'on a, sur une base très, très volontaire. Puis on est un peu laissé à nous-mêmes dans cette quête-là. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça en amont, là, réellement en amont? Moi, je pense à ma fille qui est à l'école primaire. Je me dis, mais comment ça se fait qu'on parle pas vraiment de nutrition à part mange des légumes puis bois de l'eau? Ça se résume pas mal à ça. Comment est-ce qu'on peut justement intégrer ça de façon plus générale dans la société, la prévention, la santé, pour que ce soit quelque chose qui soit intégré dans nos vies, que ça repose pas sur... Quand on va pas bien, que dans le 15 minutes qu'on va avoir avec un médecin, une médecin de famille, si on a la chance d'en avoir, que tout ça soit abordé, c'est pas possible, c'est pas réaliste non plus. Il faut qu'on pense au-delà de ça aussi. Tout à fait, puis c'est pour ça qu'une des médecins dit, pour que justement ça fonctionne bien, le système, c'est qu'il faut qu'on soit toute une équipe autour de la personne. Donc, la médecin a dit, je peux pas tout porter sur mes épaules, mais son rêve, c'est justement que chaque personne soit vraiment entourée d'une équipe multidisciplinaire qui permette de nourrir la santé et qui permette aussi d'agir en prévention pour pas que ça soit tout sur le dos non plus des médecins. Donc, le travail d'équipe, c'est vraiment, on est vraiment rendu là de travailler ensemble, puis travail d'équipe implique aussi la personne qui veut être en santé. En fait, implique que ce soit elle, la chef d'équipe. Donc, la personne qui est la chef de train, c'est pas le médecin, c'est le patient, c'est la personne, en fait, qui veut bien aller. Parce qu'attendons pas d'être individuellement ou collectivement malade. Ça, je le dis, là, et je le redis. On peut aussi, dès maintenant, décider de prendre soin de nous et de ne pas attendre d'être un patient, juste d'être un humain qui veut bien aller, puis décider, du jour au lendemain, je deviens le PDG de ma santé. Et je suis comme, littéralement, le chef de train. Et je me bâtis mon équipe. Et moi, je viens du milieu des affaires, comme tu le sais. Et c'est cette rationnelle que j'ai voulu moi-même implanter dans cette vision-là de mon parcours en oncologie. Moi, je me suis bâtie... Tu sais, des équipes performantes là, au travail, c'est des équipes qui sont diversifiées. C'est des équipes qui sont complémentaires. Donc, je me suis bâti un conseil d'administration puis un comité aviseur, au même titre que j'aurais fait ça pour un projet de travail. Puis, j'ai mis justement des gens que je jugeais avec des expertises, justement, qui sont, oui, des médecins que j'avais sur mon board, mais aussi plein de thérapeutes complémentaires. Puis, selon ma problématique, parce que c'est ça aussi, lorsque on nous dévoile des traitements à venir, ça vient avec une liste incommensurable d'effets secondaires avec pas de solution.
ou très peu de solutions. Oui, on pense qu'on doit les subir, ces effets-là. C'est juste l'acupuncture aide énormément aux effets secondaires. Fait que, c'est pour ça l'ouverture des autres disciplines également. Puis en même temps, je veux comme aussi nommer l'importance que ça soit accessible. Parce que présentement, Sophie, je veux dire, t'es privilégiée là, quand même dans la vie. Fait que c'est magnifique. Puis je pense que on peut se baser sur cet exemple-là, mais de le rendre accessible. Donc, on doit aussi en faire une priorité, cette prévention-là, ces soins complémentaires-là, pour que ça soit accessible pour tout le monde. Puis, c'est un des messages aussi du documentaire, là. Donc, Oui, que ce soit des ressources qui soient accessibles financièrement. Ben oui, financièrement. Et aussi, juste accessibles tout court, là, que ce soit pas à l'issue de plusieurs heures de recherche ou de... Il faut que j'ai quelqu'un qui soit là-dedans dans mon entourage, qui m'ait référé à une personne, mais de vraiment avoir des endroits où on peut venir se déposer puis avoir accès à ces ressources-là. Mais ces endroits-là existent. C'est ça. Mais pour être en mesure de les trouver, il faut d'abord savoir qu'il faut être curieux. Il faut quand même être curieux. C'est vrai que lorsqu'on s'assoit, on repart avec bredouille, avec quelques petits dépliants. Et généralement, ces ressources-là ne font pas partie de ces petits dépliants qu'on repart. Et souvent, ces services-là qui sont gratuits ou à très peu de frais sont offerts par des fondations qui sont tout simplement complémentaires aux soins des hôpitaux, qui sont offerts dans les régions. Donc, moi, j'invite vraiment les gens à être curieux, à questionner et à aller vers ces ressources-là. Prenons l'exemple de l'acupuncture que tu as nommé tout à l'heure. L'important, c'est d'être curieux, c'est d'aller voir, justement, premièrement, de savoir, puis d'être intéressé, puis de se dire, hey, peut-être que ça peut être une solution pour moi. Puis après ça, d'aller trouver des ressources qui offrent le tout à très peu de coûts. Parce que prenons l'exemple de la Fondation québécoise du cancer. Ils offrent des services d'acupuncture, soit gratuitement ou à très faible coût, où on parle de à peu près 25 $ pour avoir accès à ces services-là lorsqu'on est en traitement. Même chose pour la massothérapie, l'art-thérapie, des ateliers de journaling, du Qigong. Il y a toutes sortes de choses, en fait, qu'on peut accéder. Mais pour ça, il faut être curieux, puis il faut être en mesure de poser des questions pour être en mesure de pouvoir accéder à ça. Et c'est ça qui est dommage, parce que c'est pas tout le monde qui a ces réflexes-là. Mais c'est vrai que moi, dans mon parcours, je suis privilégiée. Je veux dire, j'ai une famille, j'ai un emploi. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. T'avais des assurances. J'avais des assurances. Je le nomme, j'ai toujours été extrêmement transparente. Mais il y a plein de choses qui sont gratuites et qui contribuent à ce pilier numéro 5, celui de la gestion du stress, qui est super important. Mais pour ça, ça demande justement juste de prendre le temps de se connecter puis de se dire, OK, qu'est-ce qui me ferait du bien? Puis d'aller, puis de fouiller. Bien, c'est ça. Tu sais, juste, posons la cohérence cardiaque. Oui, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps d'aller dans la forêt, tu sais, de profiter de tous tes pitons. C'est gratuit, là, ça. De prendre le temps de bien dormir, de se coucher plus tôt. Fait qu'il y a plein de choses aussi où est-ce qu'on a un pouvoir d'agir qui est gratuit. Mais c'est ça. Il y a quand même une panoplie. Tout ce qui est soins complémentaires, je pense que l'accessibilité, on devrait en faire une priorité de société. Oui, c'est ça. C'est ça. Vraiment de le mettre dans la priorité. Oui. Mais là, Sophie, tu parles de ton parcours. J'aimerais ça juste, mettons qu'on recule puis qu'on on se met à ta place. Là. Ouais. Tu reçois ton diagnostic. Là, t'encaisses le coup. Probablement qu'il y a beaucoup d'émotions qui viennent avec ça. J'étais une petite biche sur le bord d'autoroute, les yeux vraiment très gros. Oui, vraiment. J'imagine. Puis là, de là émerge ce désir de prendre ton parcours en main, de devenir la PDG de ta santé, de former ton équipe. J'adore cette expression-là. On dirait que ça va rester là. Je vais être comme, je suis la PDG de ma santé. Oui, ça te donne dans une posture de leadership. Exact, on aime ça. On aime ça. Ouais. Par où t'es allée? Ça a été quoi ton début, là, ton premier pas dans ce chemin-là? Vers où tu t'es dirigée? Hey, j'adore ta question. Moi, les livres, j'adore les livres. Vraiment. Puis je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus. On dévore les livres. Oui. Et moi, mon premier wow moment, c'est quelqu'un qui m'a parlé d'un livre qui s'appelle Rémission radicale. Ça a été mon point de départ. Pourquoi j'ai aimé ce livre-là? Il a été écrit par Kelly A. Turner, qui est une PhD américaine, qui a décidé de choisir des lunettes que j'aime beaucoup. Soit des lunettes qui regardent, en fait, les choses qui vont bien. Elle s'est dit, attends une minute, on étudie la maladie, mais on étudie rarement les cas qui vont bien. Tu sais, les gens qui vont bien. Puis d'ailleurs, dans ton dernier podcast que tu as eu, il y a ton invité qui a parlé du livre Cured aussi, qui est un autre livre que j'ai lu qui se ressemble beaucoup dans la même démarche et tout ça, que j'ai trouvé comme fort intéressant. Donc, je vous réfère les deux si jamais vous êtes dans ce point de départ-là. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit, je vais prendre une démarche qui est très rigoureuse, très fondée, très scientifique pour
aller voir 1000 cas de rémission radicale pour se dire, bien, coudonc, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, pour passer à travers? Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et elle s'est rendue compte, justement, que, bien, coudonc, c'est tous des gens qui ont changé leur alimentation, qui ont commencé à faire du sport, qui ont commencé à s'ouvrir sur des suppléments, qui ont repensé leur relation, qui ont fait du ménage au sens propre, mais aussi au sens figuré, hein, qui ont vraiment travaillé sur leur relation, leur entourage, vraiment aller chercher des relations saines, leur connexion à la spiritualité. Et ça ne veut pas dire de rentrer dans une religion, là. Oui. Absolument pas. Mais puis, elle a passé à travers tout ça. Puis c'est là, moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, OK, bien ça a été mes sièges à mon conseil d'administration, pour reprendre mon exemple. Puis c'est vraiment ça, mon histoire, là. C'est même pas des farces. C'est ça, mon point de départ. Et le siège le plus rapidement comblé, ça a été celui de l'alimentation. Puis quelqu'un m'a parlé de Véronique Bourbeau, qui est une femme qui est dans le documentaire, que j'aime énormément. Et rapidement, donc... Une naturopathe. Oui, c'est un bon point, qui est spécialisée en oncologie aussi. Une femme extrêmement brillante, je l'aime d'amour. Et je suis partie, j'ai été à son bureau, et ça, c'était avant mon opération. Donc, c'était à quelque part entre le 4 et le 15 décembre, à peu près. Elle m'a fait un cours 101 d'alimentation oncologique. Et là, je me suis sentie soutenue. Puis j'ai fait comme, OK, j'ai un pouvoir, moi, là. Je suis partie de là. J'ai été au avril, au 10-30. J'ai fait la plus grosse épicerie de ma vie. Je suis repartie avec... J'avais l'impression, là, OK, j'ai un petit bout à faire là-dedans. Puis, je me suis trouvée, justement, j'ai acheté des skis de fond la veille de mon premier traitement de chimio. J'avais jamais fait de ski de fond de ma vie, OK? Je me suis dit, ça me met dans... Puis, je me suis justement... je me suis bâtie, justement, moi, je suis beaucoup dans la créativité, je suis beaucoup dans l'imaginaire. J'avais besoin d'avoir même si les skis de fond ils étaient là, puis j'en ai fait, mais pas le premier traitement, mais j'en ai fait. J'avais besoin de rentrer dans cette espèce d'espoir. De nourrir ta santé. Oui, de nourrir sa santé, de fonctionner comme ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est ce livre-là qui a été pour moi le point tournant. Puis après, ça n'a juste fait que nourrir, justement, ce désir de me dire, OK, mais qu'est-ce qui se fait ailleurs? Puis d'entrée de jeu, moi, mes parents, moi, je suis fille d'immigrants portugais, première génération, qui sont débarqués ici, et ils m'ont fait le plus beau des cadeaux. Puis c'est celui d'une conscience d'un ailleurs. Puis ailleurs dans le monde, il y a des gens qui font les choses différemment, puis que c'est bien correct. Puis qu'il y a mille et une façons de se rendre à ta finalité. Mm-hmm. Puis ça, dans le voyage en famille, qui est d'une de mes premières passions, puis dans mes premières œuvres, que je voulais redonner à lui-même, qui là a pris un autre plan dans ma vie, mais reste quand même qui a été là, puis qui a nourri ses capacités humaines. Ce désir de vraiment de dire, mais coudonc, moi, si j'avais eu ce diagnostic-là en France, aux États-Unis, en Asie, c'est quoi mon parcours? Qu'est-ce que j'aurais fait? Et c'est là que, par curiosité, j'ai commencé à observer puis me renseigner qu'est-ce qui se faisait dans les hôpitaux, justement, à Paris, au MD Anderson Center à Houston, au Texas, au Sloan à New York. Et là, un des plus grands constats rapides, c'est que j'ai vu à quel point, justement, la présence des soins complémentaires était inscrite dans le parcours de soins. Et là, on parle de soins énergétiques en milieu hospitalier. On parle d'acupuncteurs en milieu hospitalier. Des médecins qui ont la double formation. Oui, des infirmières qui traitent avec des huiles essentielles. Oui, des traitements de Reiki dans des salles d'opération. Ben, absolument. Dans plus de 1000 hôpitaux américains. C'est incroyable. Puis même durant la pandémie, ils ont fait des études sur des traitements à distance. Puis même présentement au Jewish, donc à l'hôpital général juif de Montréal, ils offrent même des soins énergétiques. Maintenant, c'est nouveau. Là. Tranquillement, il y a de l'ouverture. Mais au Québec, on est comme vraiment des années en arrière. Moi, c'est ce que j'ai pris conscience aussi à travers ce documentaire-là, de dire, OK, là, on est rendu là, d'unir. Là. Pourquoi vous pensez qu'on est aussi en retard au Québec, tu sais, qu'on est aussi réfractaire à intégrer ces modalités-là qui sont plus alternatives ou qui ont peut-être pas... Je sais pas, dans ton livre « Un cancer en cadeau », tu vas souvent mettre la référence, puis tu fais pas juste évoquer des choses comme ça dans les airs. Ah non, il y a beaucoup de recherches. Il y a énormément de références et de recherches, mais disons, dans ce qui est un peu plus intangible, par exemple, le Reiki, c'est difficile de venir prouver l'impact
énergétique? Ou est-ce que c'est encore une fois cet héritage-là de refus de tout ce qui est religieux ou qui peut avoir une connotation? C'est que c'est ça. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on a tellement été blessés que là, tout ce qui est un peu de l'ordre de l'intangible, de ce qu'on peut pas toucher, comprendre avec notre tête, notre rationnel. J'ai l'impression qu'au Québec, on a été plus fragilisés à ce niveau-là. Je sais pas, toi, dans ce que tu as lu. Oui, bien, c'est sûr que là, on a toute l'influence américaine avec, le Medical American Act, puis tout ça, la façon que, tout a été constitué. Il y a vraiment... On a tout cet héritage-là où le contrôle de la médecine est quand même très, très, très fermé. Puis ça fait peut-être 200 ans là, que c'est vraiment extrêmement fermé. Puis on a renié, en fait, toute cette sagesse ancestrale, puis tous ces savoirs. Puis on est vraiment très, 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 très barré. Tandis que si on voit en France, entre autres, en Europe, en Belgique, en Allemagne, il y a toujours... Oui, la médecine qu'on pourrait appeler moderne a pris nécessairement beaucoup de place, mais il y a moins cette fracture qui est si solide comme on a ici, tu sais. Puis oui, je pense que c'est très culturel aussi. Est-ce que notre héritage chrétien joue là-dedans? Écoute, je n'ai aucune idée, mais clairement qu'on n'a pas cette ouverture-là encore. Mais ça, de plus en plus. mais vraiment! Puis ça, de plus en plus quand même. Puis moi, j'invite les gens, en fait, puis ça, je trouve ça beau quand je vais parler justement dans le milieu hospitalier. J'invite les cliniciens, en fait, à faire la différence. Et dans le livre, j'ai le chapitre où je mets en lumière, entre autres, des médecins qui font la différence. Puis, tu sais, j'en parle d'un que je nomme souvent, mais Dr Boukaram, pour le nommer, c'est un radio-oncologue, en fait, à Maisonneuve-Rosemont, entre autres, qui est arrivé avec une problématique dans les cancers ORL. Entre autres, on doit avoir l'équivalent c'est pas un scaphandre, là, mais c'est vraiment une espèce de truc pour s'immobiliser lorsqu'on fait de la radiothérapie. Donc, quelqu'un qui est, qui a vraiment qui a peur ou qui est claustrophobe, va des fois même arrêter ses traitements puis plus vouloir le faire. Même chose pour des IRM qui font beaucoup de bruit, puis c'est vraiment très agressant. Il y a des gens qui refusaient des tests qui sont extrêmement importants. Et lui, juste de façon très, très drivée par une curiosité d'un ami proche qui vivait un souci de santé puis qui n'arrêtait pas de... C'était lui le fatigant comme moi, là, qui arrivait avec des recherches puis tout ça, tu sais. Puis lui, à chaque fois, il disait, écoute, je respecte mon ami, tu sais, je respecte son intelligence, mais je vois bien que ce qui m'amène, ça fait du sens. Je vois que mon ami va mieux. Puis je peux bien peut-être me rendre compte que ma vérité, je connais pas tout, nécessairement. J'ai été piquée par cette curiosité-là d'aller se faire former en hypnose. Et maintenant, il enregistre une trame sonore sur YouTube d'hypnose qui fait écouter à ses patients qui sont plus fragilisés et qui peuvent passer à travers leur parcours de soins aussi conventionnels. Et c'est ça, c'est complémentaire. Vraiment. Oui. Puis il y en a des médecins comme ça, il y en a plein. On en met quelques-uns en lumière dans le documentaire, mais il y en a plein d'autres initiatives qui sont... Tu sais, chaque petit geste comme ça va tranquillement permettre de changer cette façon de faire, mais je pense que ça va venir d'en bas. Oui, puis en tout cas, tu sais, moi, le documentaire, pour moi, c'est comme un outil de société, un outil de transformation. Tu sais, puis il y avait plein de médecins, justement, à la première, qui disaient « Ce documentaire-là devrait être présenté à tous les médecins du Québec devraient le voir pour justement s'ouvrir l'esprit à tout ce qui est possible pour nourrir la santé. » Donc, fait que je pense que justement, tu sais, ce documentaire-là peut être un outil pour ouvrir les horizons puis voir qu'il y a une multitude de spécialités qui permettent de prendre soin de la santé. Oui, puis vous avez dit le mot humilité médicale, puis on dirait que je le vois, il me reste dans la tête, là, l'humilité médicale, de comprendre, on dirait, où est-ce que ton champ d'action, là, tu sais, on parle des fois de la zone de génie, là. C'est quoi ta zone de génie, là, quand tu es dans le médical? Puis après, de faire, OK, mais il y a des gens qui ont des zones de génie dans des choses qui peuvent vraiment venir soutenir ce travail-là de guérison, parce que ultimement, si tu es attiré vers ce parcours-là pour devenir médecin, bien, la guérison, tu l'as à cœur. Oui, c'est prendre soin. C'est ça, c'est prendre soin. Donc, est-ce que si on se tient les mains ensemble, on ne peut pas venir propulser cette guérison-là encore plus haut, que ça soit encore plus efficace? Imagine la pression aussi sur les épaules des médecins qui tombent un peu plus, là, en disant, OK, je ne suis pas tout seul à prendre soin de la santé de mon patient. Là. On est plusieurs là, qui le portent. Fait que c'est plus agréable pour tout le monde. En fait, tout le monde en est gagnant. Tout le monde. Puis d'aller au-delà aussi de soulager les symptômes, parce que quand on parle de responsabilisation individuelle aussi, c'est de ne pas attendre d'avoir très, très mal, d'être dans un état qui fait que là,
c'est comme quand ta voiture, là, t'envoie des petits signaux, là, comme pas attendre que ça fasse 2 semaines là, que t'envoies ce signal-là, puis que finalement, en tout cas, note à moi-même, il faut que j'aille faire changer mes freins. Mais justement, de pas attendre d'être rendu là, puis de tellement souffrir qu'on veut juste être dans le soulagement. C'est est-ce qu'on peut avoir cette conscience-là avant que c'est pas parce qu'il n'y a pas de maladie en ce moment qu'on est en santé. Tout à fait. Puis, tu sais, il y a un segment demandé Ayurveda. Ouais. Puis justement, Christine a dit, les médecins, dans le temps, en Ayurveda, étaient payés au nombre de personnes qui maintenaient en santé dans le village. Donc, tu sais, c'est comme une vision complètement différente. Le focus est sur la santé et pas sur la maladie. Parce qu'ici, les médecins vont être payés au nombre de patients qu'ils vont voir. Ben exact. Puis on est tellement... Exactement. Fait qu'on est beaucoup focus sur la maladie. Puis justement, fait que, tu sais, je trouve que l'Ayurveda nous amène cette vision-là beaucoup plus globale aussi. Puis même, c'est ce qu'elle disait en entrevue, elle disait, ton corps, là, dans la perspective ayurvédique, c'est je pense la 6e fois, tu sais, elle dit, tu as eu plein de fois l'occasion d'entendre le message, mais avant de prendre une prise de sang puis qu'on le voit physiquement dans ton corps, c'est genre la 6e fois, en tout cas, il me semble, 6e fois là, de mémoire. Fait que ça veut dire que justement, tu sais, osons nous connecter à ces signaux de notre corps. Tu sais, s'il y a un des grands messages de ce documentaire-là, c'est ça, c'est que notre corps est tout le temps en train de nous parler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Fait que c'est ça, faut juste l'écouter. Je suis la première. Tu sais, je veux dire, dans ce documentaire-là, mon corps m'a parlé énormément. Là, en plein tournage, là, je le voyais. Là, moi, je commençais à être de plus en plus fatiguée puis stressée. Puis je voulais pas l'écouter parce que je voulais finir la saison 2. Puis à un moment donné, il a fallu que j'arrête tout, tu sais, pour prendre soin de ma santé, puis rééquilibrer tout ça, puis incarner humilité, justement, humilité de ce que je suis en train d'apprendre puis de filmer. Donc, fait que c'est ça. Fait que oui, notre corps nous parle constamment, puis ça a été même mon processus dans la réalisation du film. Oui, justement, toi aussi, tu as été atteinte dans ta santé dans le processus de faire un documentaire sur la santé. Ben oui, c'est absurde. Oui, ben quand même. Mais en même temps, c'est intéressant parce que tu étais dans ce sujet-là puis tu l'incarnais toi aussi, de se rendre compte, OK, les piliers de ma santé en ce moment pour être au service, pour exister dans une société qui nous met plein de pression, où tout va très, très vite, où on porte de multiples chapeaux, où on a une charge mentale. Tu sais, il y a plein de raisons pour lesquelles notre santé, des fois, on fait comme, garde, excuse-moi, mais pour l'instant, on va pas t'écouter, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça intéressant que tu le montres dans le documentaire, que toi-même, tu as eu ce défi-là d'être à l'écoute des propres signaux de ton corps. Ben, je pense que j'aurais pas été... Ben, puis c'est pas Pastel Flow, tu sais. Pastel Flow, c'est vrai, c'est raw. Là, j'étais comme, bon, ben, j'ai vécu ça pendant le processus. Je peux pas ne pas en parler. Puis même à un moment donné, je t'ai appelé, je disais, regarde, on met le projet sur pause. Moi, il faut que je prenne soin de moi. Puis finalement, ben, ça nous a permis d'approfondir le pilier de la gestion du stress, tu sais. Fait que c'est... Oui, puis je pense qu'on est beaucoup pris là-dedans, puis particulièrement quand tu as un projet d'impact. C'est facile de glisser là, justement. Tu veux tellement aider. Puis tu vois la réaction, tu vois l'amour, puis tu vois le besoin auprès de la population, puis tu as toujours le goût de donner. Puis, tu sais, moi, je le dis souvent, notre plus gros défi, justement, c'est de dépasser ces limites-là en conservant les nôtres. Puis on a vraiment, clairement, on est comme toutes faites sur le même moule. Là. On est clairement toutes faites sur le même moule. Puis nous, on l'a vécu. Puis il y a une scène du documentaire où je le nomme. Je dis, mais attends, là, je suis la pire imposteur de la Terre. Je t'apprends à écrire un chapitre sur l'importance du dodo à 2 heures du matin. Puis ça, il faut qu'on le nomme aussi. On n'est pas parfaite non plus. Puis au contraire, c'est un challenge, je pense, à tous les jours, d'être capable de trouver cet équilibre-là. Puis c'est difficile. Mais je pense que juste de prendre conscience, puis tu sais, de le nommer, déjà là, c'est une bonne étape. Oui, bien juste d'en prendre conscience, c'est super important. Puis moi, que tu as dit cette phrase-là dans le documentaire, ça m'a fait un très, très beau reflet parce que juste hier, je me suis couchée à 23h et je me lève à 4h45 du matin pour être en mesure de tenir tous les projets parce que un projet comme celui-ci, financièrement, c'est pas rentable en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'argent là, qui s'en va dans les projets de cœur, je vous dirais. En tout cas, ça, c'est le sujet d'un autre documentaire. Ça sera le sujet d'un autre documentaire. On sera là pour toi. Oh là là! Mais en ce moment, ouais, c'est ça. Mais justement, de se rendre compte que c'est pas juste des petites
poche de santé bien-être là, qu'on va venir mettre à gauche, à droite de temps en temps quand on a un espace libre. C'est réellement notre façon de concevoir notre rythme, comment on s'alimente, l'importance qu'on met dans notre santé. Puis c'est dur parce qu'on dirait, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est un privilège prendre soin de ma santé. C'est de me reposer, de bien m'alimenter. C'est un luxe. Je vais mettre des gros guillemets là-dessus parce que c'est pas ce que je crois, mais c'est quand même le message, on dirait, que je reçois. Puis il y a une partie de moi qui se sent coupable ou qui sent que je dois mériter d'une certaine façon ou que c'est pas accessible pour moi parce qu'en ce moment, je suis occupée, parce que je tiens des projets importants, parce que je suis mère, parce que je dois faire passer tout. Fait que l'épuisement, extrêmement difficile. Ben, puis il y a tellement de monde épuisé présentement. C'est ça. Fait que non, tu sais, fatigué, là, je veux dire, c'est probablement un mot que... Ben, en tout cas, moi, je l'entends vraiment beaucoup autour de moi. Je suis comme, coudonc, on est-tu toutes fatiguées, là? Plus que jamais. Ouais. Non, on est... C'est pour ça, vivement la transformation de notre monde puis l'émergence d'un nouveau paradigme, parce que c'est très difficile d'être en santé dans notre paradigme actuel. Très difficile. Puis, je veux dire, on est 3 beaux exemples. Là. On fait tout notre possible, mais à un moment donné, justement, le fait que l'argent ne va pas dans des projets de cœur qui prennent soin de l'humain, qui prennent soin du vivant, puis qu'il faut travailler en the-side pour générer des revenus, pour financer. Tu sais, nous 3, c'est notre histoire. On finance nous-mêmes des projets de cœur parce qu'ils sont trop importants, puis c'est comme, il faut que ces projets-là existent dans le monde. Non, mais je pense que c'est une parenthèse qui est importante qui n'est pas tout à fait liée au sujet du podcast en ce moment, mais les 3, on a ça en commun. C'est le fun d'en parler parce que on parle beaucoup du bien-être, du développement personnel, puis on met beaucoup d'accent là-dessus dans nos vies, puis dans le service, dans ce qu'on offre au monde. Mais individuellement, dans nos vies personnelles, c'est très, très dur d'être en mode équilibre. Puis aussi, notre réalité aux 3, c'est qu'on a des projets qui nous mettent de l'avant, puis qu'on met dans le monde, puis que les gens nous associent à ces projets-là parce qu'on les porte, parce qu'on les respire à travers chacune de nos... Ils sont dans notre ventre. Ouais. Mais la réalité, pour que ça, ce soit possible, on fait toutes des affaires à côté pour nous rapporter de l'argent parce que ces projets-là qui sont les plus porteurs... Moi, c'est un grand paradoxe en ce moment dans ma vie. C'est que les projets qui sont les plus porteurs pour les gens autour de moi, pour lesquels je reçois des messages puis je sens que j'ai un impact, c'est ce qui me rapporte le moins. C'est fou, hein? Pour ne pas dire « je paye pour faire ces projets-là ». Si je suis honnête, là, ça me coûte de l'argent faire ce podcast. Mais non, mais on est toutes là-dedans. J'ai hypothéqué ma maison 2 fois pour Pastel Fluo. C'est fou, là. Puis là, après ça, de faire « OK, mais comment est-ce que je suis supposée être en santé? » On voit tellement de gens aussi qui veulent faire ça. Puis j'en vois autour de moi des gens qui sont thérapeutes, qui sont massos, qui ont de la difficulté à arriver, à payer leur loyer. Puis c'est ça aussi. C'est comme, comment est-ce qu'on met pas d'importance à la santé puis aux gens qui contribuent à notre santé, ce qui fait que financièrement, c'est tough d'œuvrer à la santé en ce moment. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est pour ça que, tu sais, la santé fait partie du grand projet de société qui est Pastel Fluo, qui est de repenser pas mal tous nos écosystèmes, parce qu'actuellement, justement, c'est difficile d'être en santé, tout, puis on le sent, tout est en train de s'effondrer, puis en même temps... Quel moment intéressant qu'on vit. Ben oui, dans le chaos naissent les opportunités, là. Exact. Puis on est toutes... Après, on est comme face actuellement à, justement, à tout ce qui fait plus de sens. Mais là, présentement, on est dans ce moment-là de chaos qui va continuer à s'accélérer dans les prochaines années, c'est sûr et certain. Mais pour faire renaître quelque chose de complètement différent, basé sur ces questions-là qu'on se sera posées, ces difficultés-là. Donc, actuellement, je pense... Peut-être juste de prendre la hauteur sur le moment qu'on traverse, puis de dire, OK, on est là. On voit, tout ça est en train de ressortir. Là, un peu toute la merde, là, si je peux le dire, est en train de ressortir, mais il faut mettre la lumière là-dessus pour ensuite dire, OK, ça fait plus de sens. Donc, comment est-ce qu'on transforme tous nos écosystèmes? Puis, bon, on en parlait la dernière fois que j'étais venue ici. Moi, je pense que ça va beaucoup passer par la communauté. Tu sais, le fait qu'on soit tout individualiste, ça fait pas de sens. On porte tout sur nos épaules tout seul. Revenir à de la simplicité aussi. Je pense que la grande clé est là aussi, de vivre plus simplement, de consommer moins. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est individuel, mais c'est collectif, c'est systémique, c'est ça. C'est à tous les niveaux, en fait, ce changement-là. Là. Mais oui, c'est pas facile présentement. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont comme pionniers de ce nouveau monde-là, qui défrichent.
Mais c'est difficile de trouver l'équilibre, puis des fois on l'a, puis des fois on la perd, puis... Mais c'est le chemin qu'on est en train de marcher actuellement. Mais en effet, c'est pas facile d'être en santé présentement, puis je pense que c'est important de le nommer. Santé physique et santé mentale. Oui. Parce que la santé, c'est pas que le corps. Non. Ça me semble tellement évident, mais je me dis, comme on l'a pas nommé depuis le début du podcast, mais la santé, ça va vraiment au-delà aussi du physique. Oui, exactement. Ouais. On habite dans notre corps, puis il nous reflète constamment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Fait que, tu sais, juste ça, d'être juste un petit peu plus attentif. Hey, qu'est-ce qui est en train de me dire, mon corps présent? Parce que notre corps nous protège. Tu sais, notre corps, il nous protège. Puis moi, pendant des années, particulièrement mes années où j'étais productrice en télé, j'étais contre mon corps. Là. Mon corps, il fallait pas qu'il me lâche. Là. Quand je me sentais fatiguée, j'allais non, j'ai ça à livrer. J'ai ce show-là à livrer. Faut que tu restes avec moi jusqu'à Noël. Tu sais. Puis j'étais dure avec mon corps, alors que notre corps, il veut juste nous protéger. Il fait sa job. Là. Hey, t'es pas bien présentement. Oui, les symptômes, je veux dire, ils nous envoient des messages. Exactement. Fait qu'on est bien fait. On est tellement bien fait. Puis en rétrospective, Sophie, est-ce que tu sens que ton corps t'avait envoyé des messages? Combien de messages? Ouais. Moi, j'ai commencé à travailler super jeune. À 14 ans, là, j'étais la grosse pinotte sur le bord de l'autoroute de la 132. C'était la mascotte? OK, physiquement, une vraie pinotte. Non, une vraie pinotte. La grosse mascotte, là, j'étais une pinotte sur le bord de la 132. Je veux dire, je n'ai jamais arrêté de travailler de ma vie. J'étais à l'université en même temps que je travaillais à temps plein. J'étais au cégep, je travaillais à temps plein. Je cumulais 8000 projets. J'ai eu des signaux d'alarme. J'en ai eu toute ma vie. Puis je les ai jamais écoutés. Jamais écoutés. Pourquoi? Parce que j'avais ces rêves, j'avais ces ambitions. J'ai travaillé pour... Oui, tu sais, j'avais cette énergie-là, mais je sais que mon corps m'a envoyé différents signaux. Puis c'est pour ça que j'ai appelé mon livre aussi « Un cancer en cadeau ». Puis ça a fait couler beaucoup d'encre et... C'est pas nécessairement le choix le plus judicieux d'un point de vue marketing, hein, d'appeler un livre comme ça. Non, mais moi, j'ai entendu certaines personnes autour de moi qui étaient très déclenchées par le titre de ton livre. Absolument. De dire, voyons donc. Absolument. Puis, pour moi, ce titre-là était important. Pourquoi? Parce que, ne serait-ce que lorsque j'ai justement eu ce diagnostic-là, une des premières phrases que j'ai dit à mon amie Isabelle, c'est « Écoute, je sais pas, mais je sais que je vais en faire un cadeau. » Mais pourquoi j'ai appelé ce livre-là, « Un cancer en cadeau », c'est que, au fil de ce parcours-là, on en tire des apprentissages que je considère maintenant des cadeaux. Parce qu'à la base, un cancer, c'est pas un cadeau pour personne, hein, ni pour moi, ni pour n'importe qui aime quelqu'un. Puis un des plus beaux cadeaux, c'est cette conscience-là de mon corps. C'est cette conscience-là de mes limites. C'est de respirer, d'être vraiment dans ma respiration, puis de me dire, OK, attends une minute. OK, là, je sens que ça tire un petit peu plus à droite. OK, ouais, OK, je me rends compte, c'est parce qu'il est arrivé telle situation ce matin, puis la dernière fois, il est arrivé la même affaire. Je suis capable d'avoir une conscience qui est nettement plus grande sur plein de choses. J'ai l'impression, en fait, puis je dis pas que je suis parfaite, puis vraiment, c'est un challenge à tous les jours. Je suis, moi aussi, fatiguée. Je suis dans la conciliation travail-famille, je suis là-dedans. Mais ce parcours-là a été rempli de petites pépites puis rempli de cadeaux. Et c'est ça que j'ai eu envie de mettre en lumière dans ce livre-là et dans ce titre-là. Et le chapitre, justement, qui s'appelle « Mes cadeaux » le dévoile aussi, clairement. Puis j'avais envie, justement, de me dire, écoute, peut-être que les gens qui finiront par lire le livre, en fait, le comprendront. Mais tu sais, toute épreuve de vie, les cadeaux, tu les vois jamais au début. Au début, c'est l'hiver, tu sais, comme on en parlait la dernière fois, puis c'est normal qu'au début, tu les vois pas, mais toute expérience de vie qui t'amène dans tes eaux profondes, qui t'amène à t'observer profondément, toute expérience de vie difficile, puis tu sais, le gros hiver que j'ai vécu l'année passée à travers la saison 2, oh mon Dieu! Les pépites de des patterns que je travaille depuis des années, que là, ça m'a permis de libérer des choses. C'est ça. Je pense que c'est de se rappeler que toute expérience extrêmement difficile, il y a toujours des cadeaux cachés. Toujours. Mais au début, tu ne les vois pas.
Tu vas pas du tout. Ouais. Puis c'est un peu, je vois le parallèle avec la manière dont on traite quand on a des maladies chroniques ou peu importe, où on a des problèmes de santé, là. On va souvent vouloir juste s'en sortir le plus vite possible, le sentir le moins, le soulager. Puis c'est ça, c'est aussi notre lien à l'inconfort, tu sais, les épreuves de vie, que ce soit la maladie, la mort, plein d'autres choses qui nous amènent, qui nous invitent à descendre dans nos profondeurs. C'est comme il y a un carrefour, là. C'est genre, soit que je vais vraiment essayer de pas y aller, là, puis comme bypasser, prendre quelque chose qui va me soulager, je veux pas d'être en résistance, ou d'accepter l'invitation puis d'y aller, puis de voir qu'est-ce qui va émerger de ça, tu sais. Quand tu t'assois là, c'est inconfortable, en même temps quelque chose d'extrêmement satisfaisant de juste dire, OK, j'ose me déposer là-dedans, tu sais, puis... Oui, tu sais, je regarde juste dans Renaître à soi le nombre de femmes qui étaient comme en dépression ou en épuisant au début du parcours, puis à la fin, qui me dit à quel point finalement leur dépression était devenue un cadeau, justement. Fait que c'est ça, tu sais, toutes nos épreuves, incluant les épreuves de santé, peuvent vraiment devenir des cadeaux. Puis après, comme tu le dis, ben tu peux pas revenir en arrière, là, tu sais. Puis une fois que tu commences à marcher ce chemin-là, my God, ça goûte tellement bon que tu continues, puis tu retombes, puis c'est cyclique, hein, tu sais. Mais d'être dans la conscience de soi, dans l'humilité, ben ça nous permet d'évoluer. Puis c'est ça la vie, tu sais. Comment ça t'a transformé, Sophie? Tu parles de ta conscience du corps, mais comment justement cette... Ben moi, j'ai moins peur. Ouais? J'ai beaucoup moins peur parce que j'ai connu la peur. La vraie peur. Peur de mourir. Peur de mourir. Ouais. Peur en fait, de perdre les moyens que j'avais. Perdre, même ne serait-ce juste physiquement, de changer aussi, entre autres. J'ai moins peur, puis ça, c'est un super beau cadeau. J'ai cette force de faire des choix aussi. Tu sais, souvent, on parle de courage de faire des choix. Courage! Ah, le courage! Mais j'assume beaucoup plus mes choix. Le statu quo n'existe plus. J'ai plus de patience. Tout ce qui est bullshit, tu sais, truc... Non, absolument plus. Je suis, en fait, j'ai conscience que la vie, en fait, c'est cliché, je sais, ça fait cucu la praline, là, mais je sais qu'elle peut changer à tout moment. Moi, quand je suis rentrée le 4 décembre, là, j'étais une femme là, totalement belle, dynamique, extraordinaire. Et je suis repartie toujours avec ces mêmes caractéristiques, mais avec un diagnostic de maladie grave, en fait. Et ça, en 15 secondes. Et moi, je sais, en fait, que ça peut toujours revenir à tout moment. Puis on le nomme aussi dans le documentaire, on le voit, parce qu'on m'a suivi dans un de mes examens. Où oui, on m'a suivi longtemps, où à chaque fois, moi, j'ai toujours cette espèce de stress que ma vie veut changer. Donc, j'ai l'impression que je savoure ma vie beaucoup plus qu'avant. J'ai rechoisi ma vie à 100 %. Tu sais, quand tu parles de cadeaux, là, ça a été ça. Moi, j'ai changé de carrière, j'ai changé d'unité familiale, ne serait-ce, pour le mieux, puis ça allait super bien quand même, mais c'était pas ce qui me rendait totalement heureuse. Donc, j'ai fait des choix, j'ai changé de quartier, je veux dire, j'ai réinventé, j'ai redessiné ma vie au complet et je ne suis pas seule. Il y a plein de femmes et d'hommes qui passent à travers ces grandes épreuves de vie et on n'est pas obligé d'avoir un cancer, en fait, non plus, pour passer à travers ça. Hein? Ça peut être plein d'autres choses et qui décident de se choisir. Et moi, j'ai envie justement de suivre mes rêves, j'ai envie de... Ça m'a donné, en fait, cet élan pour rebâtir cette deuxième partie de ma vie à la hauteur de ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. De vivre! De vivre! De vivre! On oublie de vivre! Oui! Ouais. On est là à faire nos petites affaires. Hey! Des épreuves de même, là. C'est quoi la vie, là? Comment je vis ma vie, là? Vraiment. Sans regret. Tu sais, mourir sans regret aussi, là, éventuellement. Ça n'a pas été facile, puis j'adore quand tu l'as nommé tantôt, de se déposer aussi, tu sais. Puis moi, j'ai gardé le silence pendant 11 mois. Je suis quand même quelqu'un de vocal, hein, tu sais, je prends de la place sur les médias sociaux, je suis là, je suis présente. Puis c'est sûr qu'il y avait un contexte qui était pandémique aussi au même moment, où est-ce que, bon, les avions étaient cloués au sol, fait que c'est sûr que j'allais pas faire des reportages ou que je n'étais pas ailleurs, ou n'importe quoi. Mais c'était apprivoiser le silence aussi. La noirceur. Oui. Moi, j'avais assez de mes peurs que j'avais pas besoin de celles des autres non plus. Donc, vraiment, d'être en mesure des grands apprentissages, c'est vraiment l'écoute. C'est de pouvoir être dans mon écoute.
C'est l'image qui me vient beaucoup. Excuse-moi, Vas-y! Parce que là, je suis dans le montage de Sagesse autochtone, qui est le prochain documentaire. Puis, tu sais, la tortue, tu sais, c'est comme ça. Tu sais, les Autochtones, ils parlent souvent de les animaux, c'est plein d'enseignements. Mais, tu sais, la tortue, là, à un moment donné, elle revient à l'intérieur de sa coquille. Puis, j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu avais besoin. Ces 11 mois-là, c'est comme là, le moment. Ce qui est juste pour moi, c'est pas d'être dans le monde, c'est juste de revenir à l'intérieur de ma coquille, puis d'accueillir ce qui est en train de se passer. Donc, J'ai même cette image-là qui me venait. J'ai même l'impression que c'est ça aussi de façon générale dans la vie, de s'offrir ces rythmes-là, pas juste quand on est malade, pas juste quand on traverse une épreuve, mais on a besoin d'intégrer les choses qui, dans la vie de tous les jours, sont peut-être pas immenses, mais c'est des petites affaires, puis des épreuves, puis juste de prendre des moments de respiration. Le cycle féminin nous invite à ça aussi. Donc, juste, je pense qu'on est arrivé pour justement être plus dans une vision de santé intégrative, de permettre ces espaces-là, de les normaliser, de suivre notre rythme. Il y a ça aussi dans... OK, il faut aussi qu'à l'extérieur de nos choix individuels, on normalise d'autres choses. Ouais. Je pense qu'il faut juste normaliser d'autres choses que ce qu'on fait en ce moment, parce que clairement, ça ne marche pas. Ouais. Puis je pense qu'il y a ça aussi d'aller périodiquement à l'intérieur de soi pour être à l'écoute de mon corps. Hey, je réalise, ça fait 2 semaines, j'ai plus mal à la tête souvent. Probablement pas le fruit du hasard. C'est sûr qu'il y a quelque chose en dessous de ça. Notre corps est extraordinaire, c'est que c'est tellement tangible. Notre corps, il est tout le temps en train de nous parler. C'est fou. Puis particulièrement quand on est beaucoup dans l'action, c'est tellement... Puis tu sais, je regarde, ma dernière année, ça a été beaucoup ça, entre les moments où j'étais justement en montage ou en tournage. Hey, quand je revenais chez nous, là, j'avais besoin d'être dans ma coquille, d'être juste dans mon petit cocon, me recharger, me régénérer. Fait que de créer vraiment féminin, masculin, féminin, cet équilibre-là, cette belle danse. Puis juste pour ma curiosité personnelle, là, pour finir, mettons, là, c'est quoi les pratiques là, que vous aimez le plus, là, les pratiques complémentaires là, qui vous font du bien dans votre santé à vous? Puis on parle de nos expériences personnelles. Là. On n'est pas en train de dire « faites ça tout le monde », mais qu'est-ce qui, en ce moment, vous nourrit, là, puis que tu t'es découverte, Sophie, mettons. Parce que là, toi, mais je veux dire, je veux juste quand même mettre cette parenthèse-là, j'en ai parlé rapidement, mais toi et moi, on s'est connus, OK, tu travaillais pour une compagnie de télécommunications. Absolument. Et moi, j'étais comme animatrice au début de ma carrière, puis notre but, c'était de vendre des abonnements là, au câble. C'était pas mal ça. Là, on se retrouve dans complètement d'autres choses. Fait que je veux juste le nommer, je trouve ça tellement hot. Non, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Hein? La vie, comment qu'elle est faite quand même, hein? C'est fou. Puis t'as d'ailleurs tourné des capsules avec mon papa qu'on voit dans le document. Je sais. T'as flippé des sardines avec mon père. J'ai flippé des sardines avec ton père. Puis je l'ai revu dans le documentaire. Puis même quand je suivais à distance à travers les réseaux sociaux pendant la pandémie, tes traitements, tu partageais ton papa qui était là. Puis je le voyais. Puis j'étais comme... Il est tellement beau, ton papa. Il est tellement beau. D'ailleurs, j'invite les gens vraiment à me suivre sur Instagram sur Un cancer en cadeau parce qu'en fait, j'ai créé ce compte-là qui était mon journal intime parce que j'avais besoin quand même de communiquer, mais je voulais pas que les gens le lisent. Fait que j'écrivais ça, puis à un moment donné, j'ai décidé de le rendre public après 11 mois, mais c'était vraiment mon truc à moi. Mais c'était vraiment ça. Mais oui, en fait, moi, j'ai essayé toutes sortes de choses. Hein? Puis pas parce que j'avais envie d'être la cobaye du Québec, c'est parce que j'étais tellement curieuse que j'avais envie d'essayer toutes sortes de trucs. Puis je veux dire, écoute, je pense que... je peux pas dire que j'ai tout essayé, là, mais J'étais assez loin, quand même. Mais j'étais quand même assez loin. Quand même. Mais des choses que j'utilise, en fait, que j'intègre vraiment dans ma vie au quotidien, là, la polarité, qui est une modalité énergétique que j'aime vraiment beaucoup, que je vais souvent. T'en as parlé tantôt, puis c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais l'acupuncture est tellement importante. Puis ça m'a suivi à chaque traitement. Puis j'ai vu une différence et même encore, mes premiers réflexes, là, ma voix, je suis à bout de souffle. Hein? J'écoute mon corps. Mon corps me dit que je suis présentement dans un état fatigué, à bout de souffle. Donc, je la vois plus courte. Mon premier réflexe, c'est d'aller appeler mon acupuncteur. L'ostéopathie, bien sûr. Écoute, je pourrais en nommer plein. Tantôt, tu as parlé de la cohérence cardiaque, mais tout ce qui est, en fait, toutes les techniques de respiration, le breathwork. Il y a une puissance dans le breathwork. C'est incroyable. Vraiment. Les massages de ventre. Ça, là, je ne pourrais pas vous donner le nom de ma praticienne, mais vous pouvez m'écrire, je vais vous le donner. Masser, moi, je me masse moi-même. Mais les automassages, en fait. Mais écoute, les massages de ventre, c'est une partie, en fait, qu'on ne se fait pas généralement pas masser.
mais il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et ça vaut la peine d'essayer ça. C'est puissant. Même les ça vous parle. Ouais. Mais même les massothérapeutes, moi, je demande tout le temps que la personne me masse le ventre. Puis, une fois sur deux, ils sont surpris. Puis je suis comme, parce que moi, depuis que j'ai perdu Thomas dans mon ventre, là, j'ai vraiment besoin. Quasiment tous les jours, il faut que je me masse le ventre. Puis il y en a qui sont spécialisés, tu as raison. Mais oui, tu sais, il y a tellement d'émotions qui se logent dans notre ventre. Donc, d'aller... Puis c'est la connexion à soi, un pilier de la santé, hein, la connexion à soi. Puis le ventre, surtout les femmes, la connexion avec notre ventre. Là. Ça, c'est très bonbon. Ça, c'est miam, miam, miam. C'est profond. C'est profond, se masser le ventre. Des fois, c'est douloureux aussi, hein? Mais tu respires dans ta douleur, puis des fois, tu as des images qui te viennent. C'est puissant. Ouais. Mais vraiment, des modalités, là, je pourrais en parler vraiment, c'est que c'est vraiment infini. longtemps. C'est infini. Ouais. En effet, c'est infini. Puis c'est de voir avec quoi toi tu connectes, puis qu'est-ce qui, quand tu y as accès, puis quand tu le vis, ça fait oui, là, tu sais. Ah oui! Puis il y a des affaires que moi, j'ai automatiquement fait « Ah non, ça, tu vois, c'est vraiment pas pour moi. » Puis c'est correct aussi, ça veut pas dire que c'est pas une bonne modalité, c'est d'aller vraiment essayer puis voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis je trouve ça vraiment le fun aussi de le renommer, la respiration. C'est quelque chose qui est gratuit, qu'on peut 100%. faire n'importe où, et c'est tellement puissant, ça change la chimie du cerveau, littéralement. Fait que j'invite les gens, si vous n'avez pas encore pratiqué de respiration, c'est fou. Tu dis, ça peut pas être aussi simple que ça, la clé. Puis là, t'es comme, c'est très, très simple. Ça peut être très simple. Le breathwork, respiration consciente, c'est libérateur, tu te sens énergisé. Juste des fois, juste une grande respiration qui va dans le bas du ventre, là, ton corps, il fait « Oui, merci beaucoup. » C'est fort, là. C'est vraiment d'apprendre à fort. bien respirer. Tu sais, on n'apprend pas à bien respirer. Souvent, on respire vraiment juste du haut, mais d'aller vraiment chercher, justement, comme tu viens de dire, une respiration profonde. Oui, tout à fait. De chanter. Moi, là, chanter des mantras. Moi, je me mets dans mon petit coin de méditation, je m'allume des chandelles, je chante des mantras, des genres de petits kirtans. Fait que, tu sais, il y a plein de choses gratuites, puis moi, je rajouterais la forêt. Moi, c'est vraiment ça. Là. On dirait que j'ai vraiment, surtout cette année, là, j'ai besoin de cocooning, puis la forêt, le silence, l'air pur, la beauté, les enseignements. J'habite en ville, hein? Puis je suis vraiment souvent dans le trafic. Parce que malheureusement, ma vie fait que je dois me rendre d'un point A au point B qui est 1h45 de trafic. Donc, je t'écoute. Je vous écoute. J'écoute des belles choses. Mais en fait, j'invite les gens à avoir conscience de ce qu'ils mettent dans leurs oreilles. Vraiment. Ouais. Ça, c'est le truc, je pense, en fait, qui m'a le plus aidé au cours des derniers mois, particulièrement avec l'actualité qui est difficile. Puis, tu sais, tu as reçu des beaux invités aussi là-dessus. Oui, là, Sophie avec Sophie, qui en a parlé. Donc, j'invite vraiment les gens à réécouter la capsule de Sophie, qui est aussi une bonne amie. Donc, c'est le fun de se le rappeler qu'on a aussi le choix de l'information qu'on consomme et du contenu qu'on met dans nos oreilles. Et choisir des trames. Des fois, je mets juste des fréquences sonores quand je travaille. Moi aussi. 100%. Premièrement, c'est gratuit. On peut en trouver sur YouTube, mais dans toutes sortes d'applications aussi. Et juste d'avoir cette espèce de petite vibration-là, ça me fait un massage dans mon cerveau. C'est génial, puis ça coûte rien. Oui. C'est des petits trucs. Mais c'est tellement important ce que tu dis aussi de... Oui. Je porte mon attention sur quoi au quotidien, puis particulièrement présentement. Là, on a le choix sur le bruit là, qui rentre autour de nous. On n'est pas obligé. C'est pas parce que c'est ça le bruit ambiant qu'on est obligé de s'y exposer. Moi, des fois, il y a des sujets de conversation collective ou des choses dans l'actualité que je fais OK, je sais que ça existe, mais je vais pas m'en nourrir. Merci. Absolument. Je sais qu'est-ce que ça crée en moi. Je le vois. Je fais de l'apnée, là. J'arrête de respirer. Puis là, je fais, OK, ça, c'est peut-être pas le genre d'information que je vais consommer, là. Juste de prendre conscience de comment je me sens dans mon corps quand j'entends ça. Puis je suis pas obligée de constamment recevoir ça. Puis même la musique. Moi, des fois, j'écoute la musique, j'aime le beat. Puis là, j'écoute les paroles. Puis je suis en train de les chanter. Puis je suis vraiment en train de chanter ça, aucunement en résonance avec ces paroles-là. On enlève. On l'enlève. Tu viens de le nommer. Comment je me sens dans mon corps quand... Tu sais, encore une fois, on revient au corps. Comment je me sens intérieurement quand je porte mon attention là-dessus. Fait que, tu sais, on a le pouvoir sur tellement de choses. Tellement de choses. Tu sais, des fois, c'est des petits détails. C'est niaiseux, mais je vous en fais part, là. Moi, je me suis fait un chantier récemment. J'ai délité toutes mes infolettres.
Tu sais, les infolettes de nuisance, il ne faut pas supprimer celles de pissenlit, par exemple. Non, mais les bonnes, on les garde. Les bonnes, on les garde. Puis la tienne aussi. Mais genre, juste ça, de prendre action puis faire le ménage de l'information aussi qu'on reçoit sans nécessairement l'avoir demandé, ben c'est tous des petits gestes qu'une fois cumulés, font la différence. Oui, tout à fait. Ouais. C'est le titre du documentaire, mais c'est aussi ça qui ressort beaucoup, mais de devenir vraiment participant, d'être vraiment au centre, de se responsabiliser. Je pense que c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens de vos messages respectifs, puis de la conversation qu'on vient d'avoir. Puis merci de pas juste avoir pris cette expérience-là pour toi, Sophie, d'avoir partagé tout ce que tu as trouvé, toutes les recherches que tu as faites, d'en faire bénéficier beaucoup de gens, de soulever des questions qui sont vraiment pertinentes en ce moment. Même chose pour toi, Joanie. C'est bon pour la santé mentale en passant. Je fais juste une parenthèse. Docteur Mélissa Généreux a fait des recherches dans la pandémie, justement sur le fait de donner... Dans le fond, elle avait fait des recherches, elle avait regardé des gens qui avaient le même niveau de... même conditions de vie, besoin de mère monoparentale, etc. Puis la différence entre les gens qui avaient une bonne santé mentale et une moins bonne santé mentale et les personnes qui étaient à de donner du sens à la pandémie avaient une meilleure santé mentale. Puis tu sais, Sophie, et même moi, et même toi, on a donné du sens, même avec ce que tu as vécu cet été, tu as donné du sens, tu as été partagé. Mais ça nourrit, ça donne, c'est bon pour notre santé mentale. Fait que oui, merci. Puis en même temps, ça fait un beau parallèle avec la santé. Vraiment. Puis c'est pas du bypass ou de la positivité toxique que de trouver le sens dans les épreuves de la vie. Non. Parce que, en tout cas, j'entends ça aussi beaucoup en ce moment tu sais, des fois, c'est juste de la merde, c'est juste de la... Oui, effectivement, mais quand même, est-ce qu'on peut inclure ça dans notre histoire personnelle puis dans notre vie, puis que ça a un sens dans cette tapisserie-là, dans cette mosaïque-là qui est nos expériences humaines? Et le sens vient pas tout de suite. Tu sais, le sens, c'est pas la première étape. La première étape, c'est l'hiver. Mais de donner du sens, à un moment donné, ça nous propulse. Merci les filles, ça a été vraiment un bonheur de passer cette heure et plus avec vous. Si les gens sont intéressés, il y a le documentaire qui est disponible sur tout.tv. On rappelle le titre gratuitement, sans abonnement. C'est ça, c'est pas dans une section là obscure. Non, c'était super important pour moi que ce soit un projet qui est au service du collectif. Vous allez sur tout.tv, il y a les autres documentaires aussi qui sont disponibles sur les cycles féminins, sur l'éducation. Et là, il y en a d'autres qui vont sortir dans les prochains mois. Merci pour tout ça. Merci aussi, Sophie. Ton livre, Un cancer en cadeau, qui est encore disponible dans toutes les bonnes librairies. En audio, en numérique ou bien également. Oui, définitivement. Puis vous pouvez me suivre aussi sur Baby Jetlag, qui est complètement une autre chose sur ma plateforme de parents voyageurs. Mais ça m'a vraiment aidée. Hein. Je le dis en terminant. Baby Jetlag, moi, mon premier voyage, quand j'avais cette nouvelle information de j'ai un bébé de 6 mois, comment on fait ça, voyager, ça a été une mine de ressources. Là. C'était vraiment précieux pour moi. Puis je me sentais, je suis arrivée à l'aéroport, je suis comme, hey, God, je l'ai lu dans le livre, le Guide des parents voyageurs. Elle l'avait écrit. Je sais comment ça marche, voyager avec un bébé. Fait que merci aussi pour ça. Pour moi, ça a vraiment changé aussi mon expérience de voyage. Je l'ai fait pour ça. Vraiment, je l'ai vraiment fait pour ça, pour aider les gens. Merci d'être au service, les filles. Hein? On est même. Ça goûte bon d'être au service. Ça goûte tellement bon.